Alors que le monde cardinal de Santarcus est en proie à de nouvelles tentatives d'invasion, cet astre porte encore les stigmates de la première guerre vénétienne. C'est au cœur des vastes désolations de cendres laissées par ce conflit qu'une nouvelle menace prend racine. De plus en plus de citoyens impériaux se détournent de la splendeur des cités tarcusiennes restées intactes pour aller s'engouffrer dans les décombres laissés par la première guerre vénétienne. C'est dans les vestiges d'anciennes églises impériales qu'ils viennent écouter le prêche hérétique de Clavio Drusilius, un ancien cardinal éconduit suite au fiasco de la guerre précédente. Le nombre toujours grandissant des ouailles qui s'agglutinent autour de cet ecclésiastique déchu préoccupe au plus haut point le collège des cardinaux. Le régiment des Lions de Santarcus, excellant particulièrement dans l'art de livrer bataille à son propre peuple, est déployé en cohortes éparses à travers ces désolations. Leurs instructions sont simples: écraser sans pitié cette contre-société naissante et retrouver le cardinal apostat pour qu'il soit jugé en place publique. Connaître son ennemi étant bien souvent la clé de la victoire, l'enjeu de la première bataille sera pour les impériaux de bien cerner la nature de ces rebelles. Car trop souvent, la corruption spirituelle s'est révélée n'être qu'un symptôme d'une corruption corporelle de nature xénos ou chaotique. Pour ce faire, les gardes impériaux devront escorter une équipe médicale au plus près des lignes ennemies, afin qu'elle puisse procéder à la capture de spécimens intacts et au prélèvement d'organes de première fraîcheur. L'intendant Medicae et ses 4 auxiliaires seront préservés des tirs ennemis par le blindage d'un véhicule de l'avant blindé de type Samaritan. Variante de chimère totalement dépourvue d'armes, le Samaritan est un véhicule de support médical de la garde impériale, habituellement employé pour évacuer les officiers blessés de la ligne de front. Mais cette fois-ci, l'attention de son équipage sera entièrement tournée vers les émeutiers. 4 escouades de garde, armées de fusils laser et de lance-grenades, appuyées par les tirs d'autocanon de 4 sentinelles blindées et menées par une escouade de commandement, assureront que l'équipe médicale puisse accomplir son office. En face, une 60aine de zélotes réunis à la hâte et équipés d'armes de fortune sont résolus à faire comprendre aux gardes que cette terre appartient désormais aux porteurs de la foi nouvelle. Si un déluge de plomb ne suffit pas à faire reculer les lions, les insurgés pourront compter sur leurs lance-flammes ou leurs arbalètes à missiles, des armes rudimentaires et instables, mais néanmoins redoutables contre l'infanterie. En plus de la conviction d'être du côté des justes, un mortier lourd posté en retrait achèvera de donner aux zélotes l'ascendant psychologique sur leur adversaire. Constatant avec étonnement que les zélotes les attendaient en terrain découvert au lieu de mettre à profit les remparts de la tour de guet qu'ils s'étaient pourtant donné la peine de construire sur les ruines d'une chapelle, les lions de Santarcus initièrent l'assaut. Tout en maintenant rigoureusement leur formation, ils avancèrent juste assez vers l'ennemi pour qu'il soit à portée de tir. Ils focalisèrent toutes leurs armes sur le groupe de zélotes le plus proche, et les lance-grenades s'avérèrent particulièrement dévastateurs contre une foule aussi compacte. Pas moins de 13 émeutiers périrent dans les multiples explosions, réduisant presque d'un quart leur effectif global en une seule salve de tir. Loin de faire reculer les zélotes, cette première volée meurtrière les plongea dans une fureur vengeresse. Ils s'élancèrent au pas de course à l'encontre des gardes.
Les portes de la chapelle en ruine s'ouvrirent alors, et 3 arcoflagellants en surgirent à vive allure, leurs électrofouets crépitant d'énergie, répandant une traînée d'étincelles dans leur sillage. Un vieillard manifestement dément, qui semblait pourtant porter tous les attributs d'un prêtre impérial, leur emboîtait le pas tout en faisant rugir son éviscérator. 3 gardes furent abattus par le groupe de zélotes armés de fusils d'assaut, et 4 furent brûlés vifs par les lance-flammes de l'autre groupe. Les missiles à fragmentation projetés par les arbalètes artisanales n'atteignirent pas leur cible et ne firent que quelques ricochets inoffensifs sur le sol. Tandis que les lions reformaient leurs rangs suite à ces tirs, un sifflement se fit entendre, et l'escouade de commandement fut brusquement réduite en charpie lorsqu'un obus du mortier lourd s'abattit sur elle. Seul le porte-étendard se releva aux côtés de son commandant de peloton, restaurant instantanément le moral des troupes suite à ce choc soudain. Trois des escouades d'infanterie des lions avancèrent vers l'ennemi tout en dégageant la voie aux Samaritanes afin qu'ils puissent se positionner en vue d'un débarquement de l'équipe médicale. Le commandant de peloton et le porte-étendard restèrent en retrait pour orchestrer la manœuvre. Le but était d'isoler le groupe de zélotes partiellement décimé par les tirs de lance-grenades précédents et de maintenir l'autre groupe à distance. À cet effet, la 4e escouade de lions se détacha du reste de la formation en contournant les ruines pour aller accaparer l'attention de la horde la plus nombreuse. Les salves de laser de ces gardes, conjointes aux tirs d'autocanon des 4 sentinelles, ôtèrent la vie à 13 insurgés. Dans un excès de confiance, l'escouade au centre de cette manœuvre lança une charge contre les zélotes survivants, omettant que ceux-ci disposaient encore de 3 lance-flammes. Le tir de contre-charge fut dévastateur. Seul le sergent d'escouade et l'opérateur radio purent traverser le mur de feu. Ces derniers vengèrent leurs frères en tuant 2 zélotes au corps à corps, avant de se faire massacrer par le reste de la horde. Ragaillardis par ce succès, et faisant fi des morts dans leur propre rang, ces zélotes lancèrent une charge désordonnée contre tous les gardes à proximité. Appliquant méticuleusement un exercice maintes fois répété au cours de leur entraînement, les soldats tarcusiens dégoupillèrent chacun une grenade et la jetèrent aux pieds de leurs assaillants. 3 zélotes furent soufflés par les explosions en chaîne. Parallèlement, les arcoflagellants, répondant aux mots déclencheurs hurlés par le vieillard en robe de bure, fondirent sur les gardes à une vitesse surhumaine. La charge de ces machines à tuer frénétiques incita les zélotes à proximité à passer à l'assaut. La mêlée généralisée qui s'ensuivit fut confuse. 6 gardes furent taillés en pièces par les arcoflagellants, 4 autres furent terrassés par la masse désordonnée des émeutiers, et le commandant de peloton fut blessé par un coup de hache de ce qui semblait être un meneur zélote. Toute cohésion d'escouade était rompue chez les gardes après cette charge meurtrière, mais chacun d'entre eux était intimement révolté par le fait que les hérétiques osent louer le nom de l'empereur après avoir tué leurs camarades. La contre-attaque des gardes impériaux fit 4 morts.
Alors que les rangs des deux armées s'étaient considérablement amenuisés et que les zélotes étaient presque tous aux prises avec les gardes au corps à corps, les circonstances semblaient propices pour que l'équipe médicale débarque du Samaritan. À peine sorti du véhicule, l'intendant Medicae et ses 4 auxiliaires s'engouffrèrent dans la mêlée pour éviter d'être la cible d'un tir de mortier. Chaque auxiliaire médical s'attela à la tâche qui était la sienne, soit en anesthésiant des émeutiers, soit en les démembrant sur place pour ne prélever que les organes nécessaires. De l'autre côté du champ de bataille, le commandant de peloton décida qu'il était plus que temps de produire une démonstration de la supériorité martiale de ses soldats sur cette canaille méprisable. Un aboiement de sa part suffit à faire comprendre aux gardes ce qu'ils avaient à faire. En apparence, les lions semblèrent d'abord céder à la panique, fuyant la mêlée de manière désordonnée. Mais ils firent ensuite volte-face, comme un seul homme, et ouvrirent le feu sur les zélotes. Les tirs de ces gardes, ainsi que ceux des sentinelles qui se trouvaient juste derrière eux, firent 5 morts en tout. Les rares zélotes ayant survécu à cette manœuvre ne s'enfuirent pas pour autant. La peur semblait avoir moins d'emprise sur eux que n'en avait celui qui ressemblait de plus en plus à un ancien prêtre impérial. Ce dernier leur ordonna de se jeter dans la mêlée impliquant l'équipe médicale, comme s'il avait compris ce qui se tramait. 3 gardes supplémentaires furent fauchés par les coups de fouet des arcoflagellants, permettant aux zélotes de se frayer un chemin vers les auxiliaires de l'équipe médicale et de tuer 2 d'entre eux. Mais pire encore pour les impériaux, le vieillard armé d'un éviscérator se glissa sournoisement dans le dos de l'intendant Medicae, et ce fut au tour de ce maître chirurgien d'être taillé en pièces, avec toutefois bien moins de méticulosité que celle dont il avait fait preuve en réalisant ses prélèvements sur les zélotes. Les 2 auxiliaires médicaux survivants ayant collecté juste assez d'échantillons et se montrant peu enclins à s'éterniser dans une mêlée où 3 membres de leur équipe venaient d'être trucidés sous leurs yeux, rompirent le combat et réembarquèrent dans le Samaritan. Le commandant de peloton, voyant que l'objectif de la mission était accompli et qu'il ne restait que très peu de ses soldats encore en vie, fit sonner la retraite. Les lions se désengagèrent de la mêlée, couverts dans leur fuite par les sentinelles blindées. 4 zélotes et un arcoflagellant furent tués par les tirs d'autocanon. 2 zélotes se détachèrent du reste du groupe pour se mettre en chasse de 2 gardes fuyards. Même si leur cible leur tournait le dos, ils furent incapables de les atteindre, aussi bien au tir qu'au corps à corps. Le sergent d'escouade fit volte-face et abattit ses 2 poursuivants à coups de hache. Les artilleurs du mortier lourd, qui s'étaient jusque-là illustrés par leur incompétence, firent mouche avec un tir d'obus qui frappa de plein fouet une sentinelle. La machine bipède tituba suite à l'impact, mais son blindage cabossé et fumant avait tenu bon. Le chef des hérétiques beugla un mot de haut gothique archaïque qui décupla encore la frénésie meurtrière de ses arcoflagellants et suffit à faire comprendre au reste des zélotes que le temps était venu pour une dernière charge héroïque. Ils foncèrent sur les derniers gardes encore en vie et les massacrèrent tous, à l'exception du commandant de peloton, qui, bien que sévèrement blessé et à bout de souffle, tenait encore debout.
Unique survivant de la mêlée, le commandant de peloton recula en titubant pour laisser les sentinelles ouvrir le feu sur les zélotes. L'officier savait que si un seul d'entre eux était encore debout, il était perdu. Tous les zélotes furent décimés par les tirs d'autocanon, excepté le vieux fou et ses 2 arcoflagellants. Sachant que son heure était venue, le commandant eut la maigre consolation d'avoir accompli son devoir en voyant le Samaritain s'éloigner, et l'immense surprise d'entendre le prêtre hérétique lui adresser les derniers sacrements avant d'être déchiqueté par son éviscérator. Privés de commandement, les pilotes de sentinelle choisirent de délaisser le vieux fou et ses 2 pauvres pantins décérébrés pour pouvoir escorter le Samaritain jusqu'à la cité la plus proche, où les prélèvements effectués sur les zélotes pourront être analysés. Mais quels que puissent être les résultats de ces analyses, cette première bataille aura appris aux lions à ne pas sous-estimer les rebelles, et la simple présence d'arcoflagellants à leur côté constitue une preuve évidente que le cardinal apostate Drusilius n'est pas le seul membre de l'ecclésiarchie à avoir embrassé la foi nouvelle. On espère que cet épisode vous aura plu. Sachez que pour en produire toujours davantage et varier un petit peu les thèmes de campagne de rapport de bataille narratif comme celle-ci, mais avec des décors différents, des armées différentes, etc., on a besoin de votre soutien. Voilà. C'est pourquoi d'ailleurs ceux qui nous soutiennent sur Tipeee ont accès, avant tout le monde, à l'épisode suivant. Il est d'ores et déjà disponible. Il vous suffit de nous rejoindre sur Tipeee pour visionner l'épisode suivant dès à présent. Mais c'est pas tout, car les soutiens ont aussi accès à une vidéo bonus de débriefing dans laquelle on revient sur les différents aspects de la partie, les règles, les décors, le modélisme, et également différents avantages comme une réduction de 20% sur leurs achats de produits Games Workshop chez notre partenaire Kikommence.fr et 50% de réduction sur les STL des figurines de notre partenaire Monsieur Blatton. Donc si vous voulez voir l'épisode suivant sans attendre, mais surtout nous aider dans le début de cette aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire. D'ici là, on se dit bonne peinture, bon jeu et à très bientôt.